Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je vois que vous êtes assez nombreux, il y a pas mal de personnes déjà. Bonjour Mathieu, bonjour Raya, bonjour Tony, bonjour Samantha, bonjour Cynthia. Bon, alors j'attaque. Voilà, j'ai appelé donc ce nouveau webinaire face au juge. Face au juge, j'aurais pu l'appeler face à la justice ou face aux gendarmes, face aux policiers. En fait, c'est simplement parce que, quelle que soit la procédure dans laquelle vous risquez d'être engagé, que ce soit du pénal, du civil, une enquête sociale, de toute façon, tôt ou tard, vous passerez devant un juge. Une procédure en passe toujours par un juge, c'est un juge, ou une juge, qui décidera de votre sort. Et mon rôle, c'est de vous préparer. Jusqu'ici, on prenait un avocat et on comptait sur la loi. Ça marchait très bien jusqu'à il y a environ 40 ans. Les textes étaient respectés, plus ou moins, il y avait une loi, les choses étaient assez bien encadrées, mais maintenant, il y a une autre justice qui s'installe progressivement et vis-à-vis de laquelle une défense classique, selon la loi, est complètement insuffisante. Donc, je vais vous donner des trucs qui vont vous permettre de gagner dans ce que je considère être un jeu de dupes. Je ne serai pas seul à vous enseigner, nous avons préparé quelque chose pour vous. Je me suis appuyé sur d'excellents spécialistes de la question, des gens qui ont eu jusqu'à 40 affaires en justice dans leur vie. Ce que je m'apprête à vous dire marchera partout dans le monde, car nous n'allons pas faire du droit franco-français, même si je vous donne des éléments qui concernent notre pays, nous allons adopter une attitude et une logique qui fonctionnent partout. Vous allez voir, c'est un peu subtil, mais complètement à votre portée. Nous allons voir toute la question de A à Z. Vous, face à la justice. Toutes les techniques pour gagner. Permettez-moi de commencer par une petite série de questions. La première question que je voudrais vous poser est la suivante. Pensez-vous être prêt à affronter la justice ? Je ne veux pas détailler les raisons politiques de la situation actuelle, ce n'est pas le sujet. Nous n'allons pas parler ici de la nature du système, je pense que vous êtes assez au courant des choses, mais selon vous, avez-vous des doutes au sujet de la justice française ou celle de votre pays? Question suivante. À votre avis, pourriez-vous être visé par une procédure? Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites engagées contre vous? Pensez-vous que votre liberté, vos droits, pourraient être bafoués? Autrement dit, y a-t-il un risque pour que vous ne soyez pas jugé en toute équité lors de votre prochain problème avec la justice? D'ailleurs, avez-vous déjà été inquiété? On pourrait décliner d'autres questions du même genre. Faites-vous partie des gens qui ont peur de la justice? Ou qui ont le sentiment qu'ils ne maîtriseraient rien si une procédure leur tombait dessus? De plus en plus de personnes ont affaire à la justice. En Union soviétique, plus de la moitié de la population a été confrontée au système judiciaire ou à la police. Je crois qu'on s'en approche en Europe et en Occident en général. C'est ce qui m'inquiète vis-à-vis des populations, parce que la justice et la police ou la gendarmerie sont devenus des outils de répression silencieuse. Vous avez peut-être appris que l'Union européenne a mis en place un système de délation. Elle a désigné des délateurs qu'elle baptise signaleurs de confiance et qui vont signaler des propos considérés comme incorrects. Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà subi la censure. Alors, est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? Si vous pensez qu'un avocat résoudra tout, je suis obligé de vous détromper. Il est certain qu'il y a des tas d'avocats et même des associations qui vous aideront dans votre cas précis. La question n'est pas tellement là. La question c'est, êtes-vous sûr que ces avocats ou ces associations ont encore le pouvoir de vous aider? Un avocat sert-il encore à quelque chose? Et tous ces gens ont-ils la ressource juridique, intellectuelle, imaginative pour obtenir gain de cause? Dans le meilleur des cas, ces avocats et ces associations auront-ils envie, véritablement, une envie chevillée au corps, de vous voir gagner votre procès? Je vais même dire mieux, êtes-vous sûr que votre avocat ne va pas ménager le tribunal? Il travaille toute l'année en équipe avec les magistrats, avec le parquet. Mon expérience, c'est que les avocats sont tenus par le cou dans le meilleur des cas, et dans le pire, ils sont plus préoccupés d'être bien vus de leur profession que de leurs clients, et même du parquet. Soyez prudents, un avocat a ses ambitions, et cela ne passe pas forcément par une défense efficace de votre dossier. De toute façon, pouvez-vous leur remettre toute votre confiance?
remettre votre vie et celle de votre famille, en quelque sorte, entre leurs mains? Vous remplaceront-ils lorsque vous serez interrogé par le juge ou les gendarmes? La part essentielle de votre affaire, c'est vous. Si vous n'existez pas, vous serez traité en conséquence. Certes, vous allez briefer votre avocat, comme nous allons vous le montrer, mais vous allez aussi vous préparer pour les interrogatoires et couvrir vos arrières. Des interrogatoires, il y en a dans toutes les procédures, y compris les plus anodines. Je vous expliquerai ce qui se passera. Parfois, à contrario, vous démolissez le travail de l'avocat. J'ai entendu un avocat dire récemment à un confrère, on passe devant le juge et là, mon client, il se met à dire juste tout ce qu'il faut pas, tout ce qui le démolit. Et ça amène aussitôt à la réflexion, comment se fait-il que cette personne n'ait pas été suffisamment préparée? Il faut donc que vous soyez prêts. Face aux gens de la police et de la justice, il y a une phrase très juste. Notre ignorance fait leur force. Si vous pensez que vous êtes à l'abri d'une procédure, et puis que ça ira vite, je dois malheureusement vous désillusionner, vous êtes exposé, et ça peut dévorer une partie de votre vie. Et vos économies, bien entendu. Un simple accident de la route et vous en avez pour 5 ans. Un divorce en moyenne 18 mois. Votre enfant est attaqué dans la rue, vous en avez pour 5 ans. Vous avez un problème avec un fournisseur d'énergie, vous ne pouvez plus payer les factures, vous en avez pour 2 ans. Un enfant placé, ça peut durer très longtemps. Il est même possible que vous ne puissiez le revoir avant sa majorité. Quelqu'un m'a demandé récemment, et si je ne suis pas vos conseils, qu'est-ce que je risque? Bien d'abord, vous allez y passer du temps, vous allez faire des papiers, vous allez passer des nuits blanches, et bien sûr, vous allez perdre pas mal d'argent. Mais pour finir, vous allez peut-être subir une condamnation. Une condamnation, c'est de la prison et une amende. Pour l'amende, c'est variable. Pour la durée de la prison aussi. Bon, vous pouvez coper d'un mois de prison, ce n'est pas la mer à boire, en effet, mais je vous assure que 2 ans, c'est énorme. Passer 730 jours confiné dans une petite pièce, je l'ai vécu pour vous, c'est très long. Sans voir un arbre, sans mener la vie que vous vivez normalement à l'extérieur, c'est difficile. J'ai essayé pour vous, en tant qu'innocent, je vous assure que vous trouverez des vacances plus agréables. Quand j'y étais, ma crainte c'était de rester indéfiniment, parce que dans le régime qu'on appelle la préventive, on ne vous dit rien, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. J'aurais pu y rester encore des années, en tant qu'innocent, je précise bien, innocent, en prison. C'est tout le beau paradoxe qu'on appelle la préventive. Par ailleurs, une condamnation, ce sont quelques tracas. Si vous voulez travailler dans la fonction publique, eh bien, c'est râpé. Si vous voulez emprunter pour vous installer à la campagne dans un coin reculé, ça va être compliqué. On va vous demander un extrait de casier judiciaire, certainement, si vous voulez emprunter. Si vous voulez voyager, ça peut coincer parce qu'il y a plusieurs pays intéressants qui peuvent vous refuser le visa ou le titre de séjour, même si votre condamnation est faible et même si vous étiez innocent. Les États ne regardent que ce qui est officiel à la douane. Il y a d'ailleurs une émission en ce moment qui est dédiée à cette question. Et on voit régulièrement des gens bloqués à la frontière, à l'aéroport, en Australie, au Canada ou ailleurs. Et puis, que ne va-t-on pas dire à votre sujet pendant ce temps? Quelle trace restera-t-il sur le net? Que les gens crédules vont croire, bien sûr. Que croiront vos parents ou vos enfants plus tard? Imaginez que quelqu'un vous accuse à tort, quelqu'un qui voudrait se venger de vous. C'est vite vu. Conclusion, il faut vous préparer, il faut anticiper. Et c'est là que j'interviens. Alors pourquoi devrais-je intervenir? Parce que je suis devenu malgré moi expert en ces questions. Je vais vous raconter comment il se fait que je connaisse aussi bien la justice. Qui suis-je, pour parler ainsi? Eh bien, je suis Rémi Daye-Widmann. Je suis fils et petit-fils de député. Je me suis engagé dans la résistance en Croatie au tout début de la guerre. On me voit ici en haut à droite avec le président Franjo Tudjman, et puis lors de mon mariage, et puis avec le dernier président de la Yougoslavie, lorsqu'il est venu à Paris, Stipe Mesić, c'est son nom, et je l'ai revu en 2008 dans le palais présidentiel à Zagreb. Et puis j'ai été président et conseiller national du mouvement démocrate en Haute-Garonne. J'ai fait une grève du froid,
grève par le froid, pour défendre des ouvriers licenciés, et j'ai même battu François Bayrou lors des élections internes pour la présidence du mouvement. Je pourrais vous raconter si vous le voulez. En 2020, j'ai fondé un parti politique populaire, je vivais alors en Asie du Sud-Est, et soudain, à la demande de M. Macron, ma famille et moi-même avons été, avec ma femme, avons été arrêtés et mis en prison. Puis nous avons été ramenés sous contrainte en France, sans mandat international, contrairement aux bêtises qu'ont racontées les journalistes, tout cela bien sûr en toute illégalité. La presse s'est jetée sur l'affaire, comme à son habitude, faisant de moi un vilain croque-mitaine complotiste. J'ai fait la une des tabloïds, qu'il s'agisse du Monde, de Libération, et puis de toutes les télévisions. Paul Conge, l'un des journalistes qui m'avait lynché sur Marianne, dans Marianne, le journal, et qui voulait m'interviewer à la sortie de prison, m'a avoué quelque chose de très intéressant. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait parlé de moi ainsi, il m'a dit « Vous savez, les journalistes procèdent souvent par mimétisme et paresse. » Autrement dit, la presse m'avait accusé à la légère en se recopiant. Les uns les autres, les journalistes m'ont accusé de choses dont ils n'avaient fait aucune vérification. Ce qui a motivé mon arrestation et l'incarcération que j'ai subie avec ma famille. Lorsque je lui ai rappelé ce propos par WhatsApp, très gêné, il m'a répondu, je cite, vous pouvez le lire à l'écran, « Je vous ai dit qu'il y a fréquemment un mimétisme médiatique dans le choix des terminologies utilisées dans les articles, gourou, complotiste, etc. On ne peut pas exclure que les journalistes l'aient fait dans votre cas, que des journalistes, vous voyez la prudence, hein, ils sont beaucoup moins prudents quand il s'agit d'attaquer les gens, mais quand il s'agit de se défendre, des journalistes ont pu parler comme ça. » Vous voyez ? Ensuite, réalisant cet aveu qu'il venait de me faire, il m'écrit « Je nierai de toute façon avoir tenu ces propos. » Bon, ce qui est assez pitoyable, il faut bien le reconnaître. Mais vous voyez, vous avez affaire à des gens qui n'ont aucun scrupule. Ils s'en fichent complètement que vous passiez votre vie en prison. Et les magistrats sont largement influencés par les journalistes. Pourquoi ? Parce que les journalistes influencent les politiques qui font pression sur les magistrats, via ce qu'on appelle la chancellerie. Alors, ce ne sera probablement pas votre cas. Votre affaire sera probablement plus discrète, et je vous le souhaite. Mais de plus en plus, les journalistes entrent dans la danse et se font la courroie de transmission d'une opération de nettoyage. La presse est le Ku Klux Klan moderne. Elle lynche avant tout jugement. Alors comment est-ce possible ? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez deux cas de figure courants. Les journalistes créent un événement, ils font pression sur les politiques, qui font pression sur les magistrats, qui mettent en examen. Ou alors, ce sont les politiques, au sommet, qui créent un événement, ils font pression sur les journalistes, qui lancent une affaire, et cela fait pression sur les magistrats qui mettent en examen. Et sachez par ailleurs que tous les journalistes, pratiquement, en tout cas tous les journalistes de la grosse presse subventionnée, travaillent avec le pouvoir et la police. Ils sont tenus de le faire. Ce qui veut dire que tous sont des indiques, pratiquement tous sont des indiques. Mais ils ne sont pas que ça, ils fabriquent aussi des affaires pour conforter le système que je considère être un système de répression. Et ils le font aussi bien sûr pour créer du buzz et faire de l'argent, évidemment. Voilà ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en prison avec ma famille. Je n'ai dit que des choses parfaitement légales, mais ça m'a conduit dans cette situation. Alors ce que je viens de vous raconter, sans que je vous raconte tout dans le détail, ça fait déjà une très jolie suite d'infractions extrêmement graves. Ça montre la dérive de l'État. Et vous voyez où ça peut conduire toute une famille, y compris avec des enfants, en prison, ce qui est totalement illégal depuis très très longtemps, depuis le début du 19e siècle. On viole la Constitution et les textes les plus sacrés. À l'origine, le droit était très bien fait. C'était un système cohérent. Vous aviez les procédures civiles, donc divorce, litige commercial, conflit du travail, amende, harcèlement, escroquerie, etc. Et puis les affaires pénales, violences graves, drogue, trafic, banditisme, rapt, attaque à main armée, etc. Enfin, vous connaissez à peu près, vous faites la distinction. Et bien maintenant, on est entré dans une période de confusion. Vous êtes harcelé par des procédures civiles qui se multiplient d'année en année, et on vous poursuit au pénal pour un oui ou pour un non. En fait, on recourt à l'intervention de la police d'une manière aussi musclée au civil qu'au pénal. La tendance, c'est que tout est considéré comme grave. Tout est grave aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus, mais sachez qu'en fait, on est sorti du droit. Et cela, eh bien vous pouvez le payer à n'importe quel moment de votre vie, même sans avoir rien fait. À n'importe quel moment, la police peut taper
à votre porte, à cause d'une dénonciation d'un voisin par exemple, ou d'un médecin, ou d'un instituteur, ou d'un client, ou d'un patron, ou d'un internaute. Quelqu'un que vous croisez dans la rue, ça se passe mal, un petit incident, c'est une chose maintenant qui arrive de manière très très fréquente. Personnellement, je m'y attendais, cela dit, plus ou moins. Je savais que je subirais des choses qui seraient en dehors du droit, je m'en doutais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon mouvement politique, c'est en partie pour ça que je l'ai créé. Je savais que nous étions en train de sortir du droit, et que c'est le cas de nombreux États européens. C'est pour ça qu'il m'est apparu très vite qu'il fallait créer un outil qui puisse servir la population. C'est ce que j'ai commencé à méditer en prison, et c'est ce que je suis en train de vous présenter. Je vous donne un truc un peu simple à comprendre, qui est quasi infaillible. Les médias s'attaquent le plus violemment aux adversaires du régime, et plus ils attaquent, plus c'est signe que cet adversaire dérange. Tout le monde est concerné, mais plus vous êtes original et un petit peu en dehors de la masse, plus vous risquez d'être dans le collimateur. Alors le système, qu'est-ce que c'est, essentiellement? Eh bien, ce sont des politiques, des journalistes et des magistrats. C'est un microsystème dans lequel les magistrats cherchent à gagner en puissance, ils veulent du pouvoir, et pour obtenir du pouvoir, il faut l'exercer, il faut se faire craindre. Chaque année, en France, il y a 1 demi-million de condamnations pour des délits. Il y a 2400 condamnations pour crimes, 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. La hausse des crédits de personnel du ministère de la Justice a été de 10% entre 2022 et 2023. Alors qu'on est en pleine crise, voire de récession, il y a toujours plus d'argent pour la justice, le contrôle, la police. La superficie des locaux et établissements du ministère de la Justice, je l'ai calculé, figurez-vous que ça fait 2410 fois la taille du château de Vaux-le-Vicomte. 2410 fois le château de Vaux-le-Vicomte. Pensez bien que ce n'est pas pour rien. Tous ces espaces, il faut les employer. Il faut faire tourner la machine. Il faut des résultats pour justifier ces dépenses. Il faut remplir les prisons pour obtenir de nouveaux crédits. Éventuellement, c'est très bon d'avoir une surpopulation carcérale. C'est l'un des arguments qui amène du budget. Alors je ne vais pas non plus vous dire que les magistrats sont des monstres assoiffés de sang. Il y en a d'excellents, il y a de très bons magistrats. Et la majorité de leurs jugements sont justes, si vous faites un relevé. La majorité. Ce qui veut dire qu'il y a une minorité qui sont injustes. Ils ont rarement, à mon avis, une conscience très élevée. Les magistrats n'ont pas beaucoup de scrupules vis-à-vis du bas peuple, et encore moins depuis la réforme de la police judiciaire du tandem Macron-Darmanin. Ils ne s'occupent pas vraiment des citoyens justiciables, ils s'occupent de mener leur guerre contre le pouvoir politique. Vous là-dedans, vous êtes peu de choses. Contrairement à ce qu'on pense, les magistrats ne sont pas forcément bien formés. Leur niveau baisse. Certains violent la loi ou la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme sans même s'en rendre compte. La loi n'est pas leur priorité, ils n'en parlent pratiquement jamais. De toute façon, ils ne risquent rien. Les magistrats ne sont pas poursuivis lorsqu'ils se trompent dans leurs décisions. Si vous faites 10 ans de prison à tort, votre juge n'en subira aucune sanction. Et vous, dans le meilleur des cas, vous devrez vous contenter de quelques milliers d'euros en réparation. Dans le meilleur des cas. Et après une longue procédure. Par conséquent, ne jouez pas avec le feu. La justice n'est pas non plus entièrement entre les mains des politiques. Pas entièrement. Ils sont plus ou moins indépendants. Servir le pouvoir politique, ça peut être bon pour leur carrière. Et c'est pour ça qu'ils suivent souvent les recommandations de la chancellerie, c'est-à-dire le gouvernement. Il y a une pression, si vous voulez. Et en ce moment, il y a une pression qui va vers le sécuritarisme. Vous voyez ? Et puis, il y a les copinages, les histoires de clubs. Et ça risque, tout ça, de s'arranger contre vous. Le magistrat prête une oreille attentive aux affairistes, aux célébrités, aux gens influents. Pas à vous. En outre, il s'aligne de plus en plus sur les groupes de pression. Les médias, on l'a dit, Bruxelles, Washington, les lobbies industriels, Big Pharma, etc. Les banques, bien sûr. On a vu, d'ailleurs, durant la crise du Covid, des tas de choses. On a vu sur les plateaux de télévision des charretées de médecins et de soi-disant experts en plein conflit d'intérêts. C'est des gens qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Maintenant, c'est une véritable épidémie. Eh bien, en justice, c'est la même chose. Vous voyez des gens dont le profil était inexistant il y a 25 ou 30 ans.
Le juge fera probablement bien son travail si votre affaire ne présente pas un enjeu particulier et si personne ne vient mettre son grain de sel. L'un dans l'autre, que ce soit le cas ou non, il importe que vous sachiez comment vous comporter et quoi dire. Les juges honnêtes, il faut que vous les rassuriez, que vous leur donniez quelque chose qui leur donne à penser que vous en valez la peine, et les juges malhonnêtes, il ne faut pas leur donner ce qui vous condamnera. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, mais toi Rémi, bon, tu es un cas spécial, on n'est pas forcément dans ce cas. Mon affaire de divorce, il aurait pu dire mon affaire de violence conjugale, est beaucoup plus simple. Ah oui, c'est vrai, un enfant placé, un problème avec un employeur, un problème avec un propriétaire ou un locataire n'est pas forcément médiatisé. Eh bien, c'est aussi ce qu'aurait dit ma femme. Ma femme n'était pas du tout faite pour des procès. Elle dit elle-même qu'elle sortait de sa province et ne pensait jamais avoir de problème. Et pourtant, elle a vécu 8 affaires avant même de me connaître. Et bien sûr, il y a eu celle qu'elle a vécue avec moi. Tous les deux, chacun de notre côté, avant de nous connaître, nous avons vécu des procès. Vous savez, des procès familiaux, des procès immobiliers, puis des litiges, les huissiers qui viennent chez vous. Pour les huissiers, je vous donnerai d'ailleurs un truc parce qu'ils peuvent vraiment vous aider dans certaines circonstances. Voilà, vous voyez, on vit des faillites, des liquidations de commerce, des problèmes de papier, des problèmes de voisinage. Ces choses que vous connaissez peut-être et qui arrivent sans qu'on ait rien fait pour en arriver là. Bon, si ça vous est arrivé, je sais ce que c'est. Bref, pour ce qui est de l'expérience de la justice, ma femme et moi, nous sommes devenus des experts à nos corps défendants. J'ai eu affaire à tous les services possibles. Police, gendarmerie, services sociaux, juge du parquet antiterroriste et DGSI, le haut du panier. Alors le parquet antiterroriste, normalement, vous ne serez pas concerné. C'est une nouvelle institution, au-dessus des lois. Le parquet et les juges du pôle antiterroriste, en fait, ils font pratiquement ce qu'ils veulent. Ils bénéficient d'une impunité et de prérogatives très très larges, complaisantes. Ils peuvent pratiquement faire tout ce qu'ils veulent. C'est de la justice d'exception. On pourrait dire de la justice de couvre-feu, si vous voulez, ou de temps de guerre. C'est peut-être vers ça qu'on va, d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que la création de ce genre d'institution est assez parlante. Le terrorisme a bon dos. À ce train-là, il permet de faire arrêter et incarcérer n'importe qui sans motif. Parce que dans mon affaire, il n'y avait ni armes, ni explosifs, ni vol, ni viol, ni violence, ni victime, ni intention crapuleuse, ni trafic, ni rien. Pas même une seule insulte. Vous voyez? Donc l'État crée des États dans l'État, usant d'un arbitraire presque total. Vous avez vu que maintenant, il y a des éco-terroristes. Mais mon inquiétude, c'est qu'on en arrive à des moments où on va très rapidement statuer sur des choses comme l'apologie du terrorisme, des nouveaux délits, vous voyez, qui sont hautement politiques. Vous devez maintenant faire très attention à ce que vous écrivez sur le net. Ça peut concerner à peu près n'importe quoi. Il vous suffit de faire un tweet en défense des Palestiniens et hop, vous êtes poursuivi pour apologie du terrorisme. Voilà. Mais même sans aller jusque-là, le simple fait de suggérer à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital et de préférer se soigner naturellement peut être poursuivi depuis le mois de mai 2024. Vous l'avez peut-être appris. Personnellement, avant d'être confronté à ces policiers et ces magistrats, je ne savais pas bien à qui j'aurais affaire. Je n'avais pas d'idée prédéfinie, je me tenais simplement prêt, armé de ma foi, et cette armée de cette foi, et puis de mon expérience, bien sûr, et d'une certaine acuité, que j'ai pu dominer la situation. La machine ne m'a pas brisé. J'ai certainement bénéficié d'une grâce spéciale venue du ciel, c'est fort possible, mais en tout cas je n'ai rien lâché. Avec une certaine acuité, une observation minutieuse, j'ai pris le temps d'analyser les choses et de concevoir la parade. Moyennant quoi, cette machinerie n'a pas eu le dessus sur moi, je l'ai mise en échec. Comment? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, il est vrai aussi que j'ai une certaine expérience. D'ailleurs, j'ai eu une expérience lors de procès familiaux, comme je vous l'ai dit, et puis des conflits dans l'entreprise que j'ai créée. J'ai eu un procès politique face à un célèbre politicien et ses sbires, qui étaient des fripouilles déguisés en démocrates, que j'ai fait d'ailleurs condamner. J'ai ensuite été confronté aux procédures quand j'étais responsable des ressources humaines dans une entreprise de sécurité parisienne, et ainsi de suite, jusque dans les murs de la DGSI, où j'ai subi 96 heures d'interrogatoire, pratiquement sans manger et sans douche. Voilà. Et à l'issue de ça, j'ai fait 2 ans de préventive, dont
1 an et 9 mois en isolement complet. Vous avez bien entendu, 2 ans d'isolement en tant qu'innocent légal. Alors je suis passé par 2 types de prisons, les vraies et les fausses. Donc en Malaisie, je suis passé par des vraies prisons. Je pourrais vous raconter un peu le régime, ce que c'est qu'une vraie prison. Et puis en France, prison comparativement qui ressemble davantage à des hôtels 1 étoile. Vous voyez à droite, vous pouvez commander des choses, on peut se nourrir, voilà, on peut s'offrir des choses, enfin s'offrir, il faut les payer bien sûr, mais enfin vous voyez, c'est des choses qui n'existent pas dans les vraies prisons, on ne peut pas s'acheter ce genre de choses. Donc les cantines du monde, produits frais, fruits, légumes, pâtisseries, ça n'existe pas dans les prisons en Asie. Voilà. Et puis j'ai créé aussi en prison une association qui s'appelle l'Association française des détenus pour la défense des personnels pénitentiaires. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois dans l'histoire que des prisonniers créaient une organisation, une association pour défendre les surveillants, les gardiens de prison, si vous préférez. Voilà. Aujourd'hui, après ces épreuves assez douloureuses tout de même, eh bien je vis en famille. La machine ne m'a pas broyé et je poursuis mes activités, mon combat politique et l'aide que je peux apporter à tous ceux qui en ont besoin. Ma conclusion, c'est la suivante. Même si vous passez par une procédure, vous devez privilégier votre famille, vos valeurs, ne pas vous renier et conserver, autant que possible, votre train de vie. Cela relève de techniques que je voudrais vous montrer. Ah oui, tiens, pendant que j'en parle, j'ai oublié de vous le dire, en 2023, alors que je sortais de prison, en juin 2023, l'État macronien a décidé de lancer une procédure pour me prendre mes enfants. Procédure que nous avons déjouée avec ma femme. Nous avons mené ce combat victorieusement. La juge a décidé finalement de clore le dossier sans suite pour nous. Et même c'est celui qui a initié le dossier qui se retrouve avec une enquête sur le dos. Voilà. Donc si on maîtrise un petit peu les choses, eh bien on peut parfois retourner la machine. Et bien sûr, ce n'est pas terminé parce que notre affaire, assez extraordinaire, aura des retentissements médiatiques et des conséquences pénales pour les auteurs. Monsieur Macron et ses subordonnés vont entendre parler de nous, évidemment. Il va y avoir de l'action. Est-ce que j'ai le droit de vous aider? Oui, n'importe qui peut vous conseiller sur ce sujet. Je ne suis pas là pour vous représenter auprès du tribunal. Je ne vais pas jouer le rôle de votre avocat. Je vais vous proposer d'être à la hauteur des circonstances. Si dans votre famille on a peur de la justice, vous serez le premier ou la première à ne plus la craindre. J'ai aussi encore le droit de vous faire économiser de l'argent. Je vois beaucoup de gens qui dépensent des frais d'avocat très importants et qui n'obtiennent pas gain de cause. Un avocat, par exemple, peut vous demander 2500 € pour ouvrir votre dossier, mais ensuite, il y a des frais, il va vous dire qu'il y a des frais qui s'ajoutent, qui s'accumulent, par exemple des frais de copie, il faut qu'il aille au greffe, etc. Et vous vous sentez obligé de payer pour ne pas perdre la mise, puisque votre avocat vous laisse plus ou moins entendre qu'il peut se désister avant le procès. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez économiser des milliers d'euros grâce à des petits trucs connus des seuls avocats. Donc s'il y a des frais, eh bien vous verrez ce qu'on en fera. Ils ne seront pas à votre charge. On va se débrouiller, je vais vous montrer ça. Vous n'aurez pas besoin de dépenser beaucoup. Si vous connaissez les trucs, même s'agissant d'une grosse affaire. Et vous allez gagner beaucoup de temps, vous allez aussi gagner en santé, vous n'allez plus vous faire un sang d'encre. Ce que j'ai à vous dire, vous allez pouvoir l'acquérir en quelques jours seulement, en moins d'1 mois. Vous avez déjà entendu parler peut-être de la machine à broyer. C'est une expression qui a été utilisée notamment par le procureur Éric Morel dans son livre « Paroles de procureur ». Machine à broyer. Mais il parle là de la justice, car on constate que souvent les gens poursuivis, et même les victimes, sont littéralement broyés par les poursuites, les enquêtes et les procès. Au point même que certaines victimes préféraient ne pas avoir porté plainte plutôt que de vivre ce qu'elles ont vécu dans les tribunaux. Il faut savoir que la majorité des avocats français perçoivent de manière négative le système judiciaire français. De plus, les gendarmes émettent eux-mêmes des doutes ou font des observations très critiques quand ils ont quitté l'institution. Et ça fait parfois froid dans le dos. Jean Médard, par exemple, gendarme, a écrit un livre dont le titre pose la question « Gendarmerie au service de qui ?» Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il parle d'un service public en partie dévoyé et livré aux mains de personnes peu scrupuleuses. Eh bien, voici la réalité toute crue. Il y a environ 10% d'innocents dans les prisons françaises, plus 19% d'innocents légaux, c'est-à-dire les gens en attente de leur jugement, qui sont envoyés en prison en tant qu'innocents avant leur procès.
On appelle ça la préventive dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, il y a environ 30% d'innocents en prison, un prisonnier sur 3. Autrement dit, pour des raisons de plus en plus légères, il est fort possible que vous ayez des ennuis sérieux, tout en étant innocent. Si le sujet de la prison vous intéresse, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Aller en prison », que je vous proposerai d'ailleurs à la fin de ce diaporama, et qui vous permet de vivre cette expérience avec beaucoup d'enrichissement. Mais mon rôle, bien sûr, c'est de vous éviter ce sort. Vous ne pourrez pas rattraper votre procédure. Ce qui est dit est dit. Ce que vous dites à des gendarmes ou à un juge, c'est inscrit une fois pour toutes. Évidemment, vous pouvez essayer de vous dédire, mais ça n'efface rien, et les juges ont tendance à croire ce que vous avez dit la première fois. Il importe donc de savoir, d'être prêt du premier coup. Comprenez ? Si vous voulez être prêt pour un interrogatoire ou un procès, il faut vous préparer et avoir tous les outils. Une enquête sociale, c'est la même chose. Une convocation à la gendarmerie, une garde à vue, pareil. Il faut se préparer. Or, jusqu'ici, il n'y avait rien de prévu pour les citoyens. Je suis le premier à vous proposer de vous préparer, parce que je l'ai voulu, et je l'ai conçu. Certains disent je suis assez fort pour résister à un interrogatoire, je n'ai rien à me reprocher, on ne peut rien contre moi, j'ai l'harmonie en moi, on ne peut pas m'atteindre. Ça sont des choses qu'on m'a dites. Je vis caché, on ne peut rien trouver sur moi, je suis intelligent, je m'en tirerai toujours. Aucun de ces arguments ne va tenir. Comme dit ma femme, la société vous habitue à être bienveillant et positif, elle vous a habitué à un esprit de conciliation qui est presque mécanique. Et ainsi, vous avez été rendu dans l'incapacité de résister. Votre état d'esprit n'est pas celui de la justice. Avez-vous remarqué que le droit est laminé jour après jour? De ce fait, vous n'êtes nullement à l'abri. Ce n'est pas votre innocence qui vous protégera, ni vos cachotteries, ni votre harmonie intérieure ou votre esprit zen, ni même votre intelligence. Ce ne sont pas des garanties. Ça peut aider, mais il y a des tas de gens comme ça qui ont été condamnés. La dernière magistrate que j'ai vue dans son bureau a dit une énormité, quelque chose qui était faux et prohibé, qui avait disparu de la loi depuis 2012. Voilà, et elle m'a dit ça, donc il y a quelques semaines. Vous croyez que c'est rare? Mais détrompez-vous, je l'ai aussitôt corrigé, sans quoi, évidemment, ça pouvait nous entraîner très loin, et nous faire des ennuis. Ça n'empêche qu'il faut vous méfier, les abus sont nombreux, les sorties du droit et de la loi aussi. Les violations de la loi sont nombreuses. D'ailleurs, vous le savez, nos pays occidentaux sont régulièrement condamnés, les États sont condamnés. La République française est une récidiviste, et même une multirécidiviste. Encore dernièrement, elle a été condamnée. Vous ne serez jamais autant condamné que l'État, quoi que vous fassiez. Vous voyez ? Donc, déjà, autre conseil que je vous donne, ne vous posez pas en coupable. Ne faites pas comme ces gens qui, une fois qu'ils sont en garde à vue, s'effondrent et racontent tout ce qu'on veut. Vous avez affaire à un système qui n'est pas un gentil système de droit, de défense de la veuve et de l'orphelin. Faites attention à ne tomber ni dans le rejet total, ni dans l'acceptation totale. Il y a plein de gens qui disent à longueur d'année « nous ne lâcherons rien » et qui se débinent devant les gendarmes. Ils lâchent tout en réalité, instantanément. Et généralement, ils font ça avec des larmes, et puis même, ils incriminent des camarades. Je vais vous dire, jamais de ma vie je ne voudrais que quelqu'un me dise « tu m'as balancé ». J'ai eu honte pour les 2 ou 3 qui m'ont chargé lors des interrogatoires. J'ai eu surtout de la peine pour eux, cela dit. Ils parlaient sous contrainte, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Ils parlaient contre moi sous contrainte, parce qu'ils avaient peur de faire des années de prison. Ils étaient comme des souris, prises dans un piège, ayant peur. Je ne veux pas que vous soyez amenés à tout lâcher, à lâcher vos camarades, des proches, ou même des gens que vous ne connaissez pas, ou qu'à peine. Mais si je ne le veux pas, c'est aussi parce que c'est une mauvaise technique, c'est une mauvaise défense. Les juges sont peu enclins à pardonner quelqu'un qui trahit les autres pour se sauver. On voit très souvent ça dans les divorces. Chacun se fait un devoir de charger l'autre au maximum. Alors pas toujours, bien sûr, les gens bien élevés ne font pas ça. Mais c'est très très fréquent. Dans un divorce, je vous donne le truc, je vous recommande de ne pas charger l'autre. On verra comment dire les choses sans faire le procès des autres. Le procès, ce n'est pas vous qui le ferez, ce sont les magistrats. Donc je vous apprendrai quel état d'esprit avoir. Les bonnes réponses vous exonèrent de la culpabilité.
Beaucoup de personnes parmi vous doutent de pouvoir y arriver. Vous pensez peut-être qu'il y a lieu d'avoir peur des forces de l'ordre et des juges. Vous vous dites aussi, je n'ai pas fait d'études de droit, ou je suis quelqu'un de réservé. Eh bien, vous allez déjouer ces doutes-là. Pour résister à un juge ou un inspecteur Colombo, on n'a pas besoin d'être fort en gueule, d'avoir fait des études, d'être nanti et puissant. Le droit peut travailler pour vous dans certaines circonstances, si vous savez vous en servir. Tout le monde peut vaincre la machine judiciaire. Je vous promets que lorsque vos interrogateurs vont voir comment vous fonctionnez, ils vont rager. Ils vont comprendre que vous avez pigé le truc, que vous connaissez les choses, et que vous fonctionnez comme quelqu'un qui connaît les ficelles. L'exercice de vos droits, de manière classique, n'est plus possible. Ça ne fonctionne plus comme avant. Mettre en avant ces droits, aujourd'hui, ça peut vous conduire à des complications. Vous n'avez plus aucun droit autre que de suivre la procédure. La procédure, c'est la nouvelle religion. C'est tout ce qui compte à ce stade, pas la loi. Personne ne parle de loi. Les gendarmes ne parlent pas de loi, ils ne la connaissent pas. Les magistrats ne parlent pas de loi parce qu'ils ne la connaissent pas très bien ou ils l'ignorent volontairement. Quand on leur parle de loi, ils considèrent que c'est de la provocation. Ils sont sur le point de vous dire, monsieur, vous voulez m'apprendre mon travail, vous frisez l'outrage à magistrat. Vous voyez ? En fait, ils estiment peu ou prou qu'ils sont vos maîtres. Si vous croyez que votre avocat va vous sauver en se servant du droit, eh bien vous vous fourvoyez. Pas de panique pourtant. En suivant ma méthode, vous aurez le bon profil, le bon discours et vous vous en tirerez. Tenez, je vous donne encore un truc. Lorsque vous parlez des droits de l'homme durant un contrôle autoroutier, vous vous fourvoyez et même vous vous grillez. Nous verrons qu'il est indispensable de ne pas se tromper de moment et de personne. Chaque chose en son temps. C'est la première chose, c'est la base. Dans les temps à venir, avec l'effondrement de la société en cours, vous devrez de plus en plus apprendre à discerner et à distinguer. Il est fort probable que la situation dégénère, que l'insécurité soit générale. Les forces de l'ordre sont de plus en plus nerveuses à mesure qu'elles ont moins de moyens et qu'elles sont davantage agressées. Je suppose que vous le sentez, non ? Donc, ne résistez pas. Ça ne veut pas dire qu'il faille être lâche, je ne l'ai jamais été, mais il y a un moment pour tenir tête et un autre pour lâcher prise. Je vais vous le montrer. Un jour, les policiers de la DGSI sont venus me chercher dans ma cellule. Ils l'ont fouillé, ils m'ont annoncé qu'ils m'emmenaient à Paris. À votre avis, quelle a été mon attitude ? Je vous raconterai, dans la formation, comment j'ai réagi et pourquoi ça m'a bénéficié. Donc ils m'emmènent à la gare, ils m'ont mis une sorte de camisole, ils me font monter dans un train, et puis à Paris, ils m'ont emmené au galop, au milieu de la foule, vers une voiture, ils m'ont mis une cagoule sur la tête et on a traversé tout Paris ainsi. Qu'est-ce que le procureur a pu mettre dans le dossier ? Je vous le dirai. Sachez que le procureur a un but vous concernant. Si vous vous trompez, il fera tout ce qu'il faut pour vous gâcher la vie. Et croyez-moi, il en est capable. Vous êtes peut-être un adversaire du système sur le plan politique, mais ça, personne ne vous en empêche. Les gendarmes ne vous en empêchent pas, même pas le procureur. Ce qu'ils cherchent, ce sont des moments précis où vous commettrez des erreurs qui vont alimenter la procédure contre vous. Les gendarmes, le procureur aussi, ils ont des tas de choses à reprocher au système. D'accord ? Donc, absorber les attaques et utiliser l'énergie de la machine contre elle-même. On va distinguer les étapes d'une procédure complète et les attitudes qui sont les plus payantes. On parlera de tout ce qui concerne l'avocat, son rôle, à quoi il peut servir, et puis on verra ce qui se passe quand on est face à son adversaire, on verra les interrogatoires auxquels on ne coupe pas, je vais vous expliquer comment gérer les enquêtes, sociales ou judiciaires, et puis on verra les recours gagnants, que très peu de gens connaissent, et que même beaucoup d'avocats ne connaissent pas, ou que beaucoup d'avocats vous cachent. Est-ce que la justice peut vous envoyer 20 ans en prison sans une puissante raison ? Non, pas à ce stade en tout cas. Plus tard peut-être, avec le dérapage sécuritaire qu'on constate, mais pour l'instant, seul le meurtre entraîne des peines aussi sévères, et pas seulement un meurtre accidentel. La justice n'est pas aussi noire que cela. Elle n'est pas complètement blanche, mais pas noire non plus. Elle est entre les deux. C'est une corporation humaine, avec ses faiblesses, ses petites entorses au droit, son corporatisme, ses petites tricheries, ses petites lâchetés, son fouillis réglementaire et ses contradictions outrancières. Mais on respecte des formes. C'est une machine qui compte l'être humain pour rien.
Et ça, c'est certes, ça me paraît tout à fait vrai. Vous croiserez des procureurs qui ont très facilement le mot de prison à la bouche, sans rien savoir d'ailleurs de la prison. Que quelqu'un passe des années dans une cellule oubliée comme un colis sur une étagère, ça ne les empêche pas de bien vivre. Vous n'avez jamais vu un chirurgien oublier son patient sur une table d'opération, je pense. Eh bien, les procureurs et les juges, beaucoup de juges d'instruction, c'est ce qu'ils font, ils vous oublient. Par conséquent, méfiez-vous. On a vu des gens embarqués dans des situations de ce genre pour des broutilles. J'ai vu des chefs d'entreprise, des artisans, croupir pendant des mois pour des raisons de déclaration mal faites, accusés à tort de blanchiment. Il y a une présomption de culpabilité. Soyez-en bien conscients. Une présomption de culpabilité au lieu d'une présomption d'innocence. Donc, ne comptez pas sur le fait que vous êtes innocent pour vous en tirer. Au contraire, la tendance est d'enfermer les innocents et de laisser courir les coupables. Vous l'avez probablement remarqué. Un simple incident peut mal tourner. Il suffirait que 2 ou 3 personnes décident de vous faire des ennuis pour que vous soyez inquiétés. On a vu, il n'y a pas très longtemps, le cas d'un monsieur qui descendait aux poubelles. Quelqu'un avait mis le feu aux poubelles. C'est lui qui a été arrêté et placé en asile psychiatrique. Il a mis des semaines avant de pouvoir en sortir. Ou alors, ça peut être une histoire amoureuse qui tourne mal. Un litige commercial. Quelqu'un qui vous agresse dans un supermarché. Il suffit que vous fassiez un simple commentaire en ligne. Ou même dans une conversation privée, pour que vous soyez poursuivi et éventuellement placé en préventive, laquelle peut durer très longtemps. Donc, pas d'illusion sur ce chapitre. Le tout est de vous préparer et c'est ce que je vous propose, préparez-vous. Nous avons conçu avec mon équipe et moi-même, et ma femme, une préparation sur une plateforme dédiée. Je vous accompagne pendant 1 mois, c'est-à-dire 21 jours en fait, moins d'1 mois. 6 modules, 19 leçons. Nous partons de la situation où vous êtes la personne attaquée. Vous êtes embarqué dans une affaire contre l'État ou contre un particulier, une organisation, une entreprise, peu importe. D'accord ? Nous faisons en sorte que vous n'ayez rien fait contre vous-même. Vous ne lâcherez rien. Vous ne serez plus impressionnable et influençable. Vous allez bien vivre les choses et même en tirer profit. On va économiser des milliers d'euros et nous allons réduire à néant autant que possible les risques. En pratique, je vous indique quoi faire et nous révisons régulièrement. Je vous ferai faire des exercices pratiques. On va simuler des interrogatoires devant un juge, des enquêteurs et vous allez attraper les trucs très très vite. Au début, certainement vos réponses seront un peu maladroites, vous serez un peu confus, bien sûr, mais rapidement vous allez dominer la situation. On va se mettre dans le bain en répétant sous diverses formes avec des questions différentes, plus ou moins insidieuses. Et vous allez apprendre très rapidement à répondre face aux techniques que les policiers utilisent, par exemple, des techniques que nous avons répertoriées. Ce sera la première étape. Ça, c'est l'étape dont le reste dépend. Ce que je fais là, c'est un travail d'équipe. Avec l'aide de ma femme, nous avons fait un véritable travail d'instruction civique. Les personnes dont nous sommes entourés, c'était des gens qui sont des habitués des prétoires et qui se sont battus contre la justice toute leur vie, qui ont trouvé des trucs absolument extraordinaires. Alors, avertissement, nous ne faisons pas de l'obstruction, ni de l'entrave à la justice. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien d'illégal, rien de complotiste, on n'aura rien à vous reprocher. C'est enseigner le citoyen de ses droits civiques. D'ailleurs, les magistrats n'auront rien à nous reprocher, ça aide aussi la justice d'avoir des gens qui soient matures, responsables et conscients de leurs droits. Vous n'aurez rien à apprendre par cœur non plus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont très sûrs d'eux, qui ont le clavier flingueur, et puis qui se déballonnent devant les gendarmes. Vous, en quelques heures, vous serez en mesure de répondre à des gendarmes ou à un juge, ou à une enquêtrice sociale sans vous tromper, quelle que soit la situation, et vous saurez mettre tous les avantages de votre côté durant une enquête, quelle qu'elle soit. Profitez, que je sois disponible et que ceci soit en ligne, ça ne durera peut-être pas, parce qu'il n'est pas impossible que le pouvoir nous mette des bâtons dans les roues. Et puis, là, il est actuellement au prix de lancement, que vous verrez. Nous proposons à un petit groupe dont vous faites partie, à ce prix-là. C'est le petit groupe des premiers inscrits. En quelques jours, le prix sera augmenté sans préavis. Ce cadeau que vous offre la dissidence, la véritable dissidence, celle qui en est passée par la prison et qui se bat tous les jours, ne le ratez pas. Profitez-en. Avec cette préparation sur notre plateforme dédiée, vous bénéficiez de notre expérience qui est sans doute la plus aboutie. Nous entrons dans l'ère des poursuites.
des dénonciations, des heures sombres, des procès. Et il importe que vous, les citoyens, vous soyez formés, que vous soyez en mesure de vous battre. Je vous dis, n'ayez pas peur. Apprenez tout ce qu'il faut savoir. Formez-vous. N'attendez pas. Passez à l'action. C'est sous cette vidéo. Cliquez maintenant sur le bouton « Je passe à l'action » qui se trouve sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite.